we can only begin to imagine the sheer horror of the slave trade. But what if we could place an actual ancestor within that story? We were able to do just that for one of Tom Joyner's ancestors, his third great-grandfather, Tony Dumas. Can you read where it lists Tony Dumas' birthplace? On the far right. Place of birth, Africa. Africa. Your great-great-great-grandfather, Tony Dumas, was born in Africa around 1790. We tracked down a direct male descendant of Tony's, a distant cousin of yours, and we asked him to take a DNA test to see where Tony was born. So if we found a match, that's where the brother came from. Would you mind turning the page of the scrapbook? This could mean your great-great-great-grandfather was a member of the Balanta people from the country of Guinea-Bissau. On the coast? On the coast. And it's an exact match. Okay. Yep. How do you think he was captured? Probably through a war. You know, there were African middlemen, and they would fight wars with other Africans to enslave them to sell to the white man. Slavery was a huge business for different African kingdoms. You know the story that we got when we were kids, that your ancestor was out on one Sunday with his girlfriend and some white man jumps out of the bush and throws a net over him? It's not how it happened. Slavery was big business. Africans sold other Africans to the Europeans. So after he was snatched from Africa, came over on a slave ship, on that long boat ride. From hell. Yes. Discoveries like this make me even more eager to learn about my own African past. To the late 1800s, during what was called by the imperial European powers the scramble for Africa. Colonization was motivated by the European hunger for African resources. The subsequent exploitation of the African people and the uprooting of their spiritual values by Christian missionaries would leave a permanent European stamp on the continent. The mindset is the barbarians are backward and inferior, and for their own benefit we have to uplift them and civilize them and educate them and so on. The psychology behind it is kind of transparent. I mean, when you've got your boot on someone's neck and you're crushing them, you can't say to yourself, I'm a son of a bitch and I'm doing it for my own benefit. So what you have to do is figure out some way of saying I'm doing it for their benefit. And that's a very natural position to take when you're beating somebody with a club. Britain cut the largest piece of African cake from Cairo to Cape Town, in addition to Nigeria and a few West African regions. It was also the British Empire that in 1894 imposed an arbitrary boundary around the many diverse ethnic groups and kingdoms that would make up Uganda. The southern Bantu-speaking people were given economic, political, and educational advantage. The northern ethnic groups, two in particular, the Acholi and the Langi, were the main recruits for military and police positions. By exploiting linguistic, ethnic, and cultural differences between the peoples of the North and South, Britain's divide and rule policies created a tension between them that helped to maintain British rule. The French took an east-west slice of the continent as well as Madagascar. The Belgians took Rwanda, Burundi, and the Congo in what Joseph Conrad called the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of human conscience. Slave labor took over 5 million lives. In Rwanda, Belgium entrenched the idea of the Hutu as a workforce and the Tutsi as extenders of Belgian rule.
The politicization of these two cultures would profoundly contribute to the genocide of 1994. In Sudan, the British ruled the Arabs in the north and the blacks in the south as separate colonies, only to combine the areas before independence in 1956. The result has been relentless civil war, the Darfur massacres being the latest tragedy. The Portuguese decimated Angola, Mozambique, and Guinea-Bissau well into the 1970s. The Italians took Libya, Eritrea, and Somalia. The Germans added Cameroon and Tanzania and committed the first genocide of the 20th century against the Herero people. No colonial power is going to succeed unless it's going to play on existing divisions and sharpen them, increase them, exacerbate them. So one of the first questions after the end of colonialism is who belongs and who doesn't? Who was part of the colonial struggle and who betrayed? And this is time to settle scores. Africa was in the forefront of the world's adventure. The black pharaohs who built the pyramids contributed to the advancement of material civilization in our today's world and also taught the Greeks several disciplines they would otherwise not have known. The history of Africa has considerably changed since Africa became prey to foreign invaders. The sad aspect of all this is that Africans and diaspora Africans, descendants of those who built this rich heritage and civilization, are not aware of their rich heritage. In this program, we intend to underline the contribution of Africa towards civilization. And to put all this in perspective is no other than a professor of human sciences, philosopher, historian, Egyptologist, who collaborated with others under the auspices of UNESCO in the writing of the general history of Africa and the general history of science and cultures of humanity. Brothers and sisters out there, welcome Professor Théophile Obenga. Quand on dit l'Égypte ancienne, on inclut beaucoup de choses. On inclut l'Égypte réellement au temps des pharaons, donc l'Égypte pharaonique. On inclut l'Égypte au temps des Ptolémées, donc l'Égypte ptoléméique, jusqu'au dernier souverain, c'est Cléopâtre. Et on inclut aussi l'Égypte romaine. Tu vois, quand l'Égypte devenait une province romaine, de plus en plus, c'est le mot pharaonique qu'on emploie. On dit l'Égypte pharaonique, simplement. L'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique, la langue pharaonique, l'Égypte pharaonique, les choses de ce genre. Et puis, avec l'influence surtout des États-Unis, ils ont popularisé le mot Kemet. C'est Kémite, c'est le nom de l'Égypte. Kemet. Ils ont popularisé ça, si bien qu'ils parlent de kémétique, au lieu de dire égyptologie, ils ont dit kémitologie, donc l'étude de l'ancienne Kémet, des choses de ce genre. C'est le mot kémitique qui est très employé, et surtout les auteurs africains-américains, ils emploient beaucoup le mot kémet. Et ça s'est répandu aussi un peu partout.
On dit Kémé, qui est le vrai nom, c'est l'un des vrais noms de l'Égypte. Voyez-vous donc, mais l'égyptologie occidentale n'emploiera jamais le mot Kémé. Ils sont très rebelles au mot Kémé, alors que c'est le vrai mot de l'Égypte. Parce qu'il y a la connotation, ça veut dire le pays noir. On ne peut pas dire ça. Comment définir l'Égypte? Il faut définir, quand on définit la Gaule, on définit qu'est-ce que les Caraïbes, c'est quoi, il faut définir les choses. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est l'un des plus anciens royaumes dans l'histoire de l'humanité. C'est un royaume, c'est autre chose. L'Égypte antique, l'Égypte antique ou l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, c'est un ancien, l'un des anciens, il y a beaucoup d'anciens royaumes. C'est l'un des plus anciens royaumes dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est l'un des plus anciens royaumes, un royaume. Donc c'est un État. La forme de gouvernement de cet État, c'est un royaume. C'est un État. C'est une structure étatique. C'est ça l'Égypte. C'est ça, une seule phrase. C'est quoi? Voilà. Finalement, il est localisé où? Quelle est la localisation? De façon précise. Parce que je peux le localiser au Proche-Orient. C'est une localisation vague. L'Égypte est l'un des anciens. Cet enseignement, ça se fait aussi à l'université, comme à l'école primaire, comme à l'école maternelle. Mais c'est localisé où? Ça se trouvait où? Cet ancien royaume, cet État. Il se trouvait au Proche-Orient. Tu vois, Near East, ou au Moyen-Orient. Tu vois bien que, ce disant, j'exclus ça d'un continent. L'Égypte ancienne était localisée au nord-est du continent africain, dans la basse vallée du Nil. Dans la basse vallée du Nil. Donc le Nil, c'est important. Il y a le haut Nil, il faut aller chez les Gouers, etc. Donc c'est ça, c'est une région qui était localisée comme l'Érythrée, comme l'Éthiopie, c'est localisé. C'est localisé au nord-est du continent. Comment vous appelez ça? Dénomination. Les mots. Alors, moi j'appelle ça l'Égypte. Oui, d'accord. Comme nous disons la Grèce. Comme nous disons le Japon. Mais les Japonais n'appellent pas leur pays le Japon. C'est nous qui sommes non-japonais qui appelons le Japon. Les Grecs, aujourd'hui même, aucun Grec n'appelle la Grèce Grèce. Aucun. Même aujourd'hui. Ils appellent leur pays Hellas. Et ils sont Hélènes. Ce sont les Romains qui ont appelé ce pays Hellas Grèce. Pourquoi? À cause d'une tribu d'Hellas qu'ils appelaient Grécor. D'où c'est devenu Grèce pour tout le monde. Vous saisissez? Donc, voyez-vous, c'est ça. C'est pas Hellas, c'est pas. Etc. L'Égypte, comment les gens s'appelaient eux-mêmes? C'est ça. Comment les gens s'appelaient eux-mêmes? L'Égypte a au moins 3 noms. Retenons au moins 3 noms. Il y a le mot qu'on connaît, c'est Ta. Et encore, c'est To, encore. Et ici, c'est le duel, vous avez Tawi. La haute et basse Égypte, c'est une nef Tawi. C'est To, Ta, ça veut dire le pays. Ouais, comme je dis la France, je peux dire dans ce pays, la crise s'amplifie. Quand le président Sarkozy dit dans ce pays, ça veut dire la France. On peut dire comme ça. Donc, si un Égyptien est à l'étranger, comme le Silo, il dit je vais retourner dans mon pays. Je vais retourner en Égypte. C'est comme ça qu'on dit. Il dit ça, je vais retourner dans mon. C'est le sens de nation.
mon pays, ma nation. C'est ce sentiment, c'est un peu le sentiment patriotique. Ce mot contient, ça donne un sentiment un peu du mal du pays, si je suis loin de l'Égypte. L'Égypte aussi s'appelait, par exemple, le contenu de ce même mythologique. Vous avez le Nil est là, ça c'est la rive est, c'est la rive ouest. Donc il y a les deux rives, comme la Seine, la rive gauche, la rive droite, les deux rives. La rive est orientale, c'est là qu'il y avait les vivants. Les gens vivaient là, le roi, les trucs, etc. Et quand on traverse le Nil pour aller à la rive occidentale, c'est là où il y a la nécropole. C'est bien le pays d'Horus, ou des Roux. C'est bien d'où les deux rives lui appartiennent. La rive des vivants, la rive des morts, les deux rives lui appartiennent. Et ou alors Kemen, la connotation est plus biologique, parce que Kem veut dire noir. Parce qu'on trouvera pas cette démarche dans les manuels. Parce que c'est sous-entendu. On va décrire la spiritualité, on va décrire le pharaon. C'est sous-entendu. Mais le sous-entendu serait malentendu. Parce qu'on n'est pas clair sur la localisation. On dit que c'est le Near East, c'est le Proche-Orient. On n'est pas sûr sur la dominance, sur la dénomination. Ils veulent pas dire qu'aimer, c'est parce que ça repose au déchiré, le sol est rouge, le sol est noir, les choses de ce genre. Donc on n'est même pas sûr, même sur la définition, c'est même pas un royaume, c'est quelque chose qu'on appelle l'Égypte. Sur les fondements, les éléments de base, on n'est même pas sûr. Et vous avez tous les gros volumes sur l'Égypte. Ça se repose sur un malentendu. Et si on n'est pas assez critique, on croit qu'on est savant, on lit en fait une grosse bêtise. Parce qu'on néglige la compréhension de base qui fonde tout, qui éclaire tout. Voilà pourquoi dès le départ, le cheikh n'a pas hésité en disant l'Égypte nègre. C'est mais oui. C'était pas pour l'affrontement. C'est une affaire d'historiographie. Comment tu écris l'histoire, quel vocabulaire tu as en place. Mais tu te crois malin, en fait, tu ne l'es pas. C'est ça le problème. Donc, les mots n'étaient pas employés pour choquer. C'était une affaire de débat, de combat historiographique. Là, c'est un grand combat historiographique. Et si vous le loupez, vous avez beau traduire, mais vous êtes à côté, puisque vous n'entrez même pas de façon intrinsèque. Vous traduisez avec un paradigme extrinsèque, qui n'est pas endogène, mais exogène. C'est ça que les erreurs font les Yann Asman. Ils parlent bien de la mort dans l'Égypte antique, des choses comme ça. Mais quand tu lis, son paradigme est allemand et judéo-chrétien. C'est du judaïsme qu'il applique pour comprendre les textes. Pourtant, il apprend les textes égyptiens. Alors, si tu es plus, il y a les confins textes, tout est là, c'est merveilleux, et tu dis, ah bon, d'accord. Mais en fait, le paradigme, le sous-entendu est faux. C'est comme ça qu'il faut faire ces choses-là, la critique. Donc, on est fixé un peu sur les choses élémentaires. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs. C'est toujours ceux qui font le débat. On dira pas aux Russes, on dit bon, d'accord, d'accord. Mais ça, c'est le débat est là.